Mariupol. Or, ce qui s'est passé, c'est que cette petite flottille a voulu échapper, n'est-ce pas, au contrôle, s'estimant chez elle. Il faut voir que l'Ukraine ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée, a voulu échapper au contrôle des gardes-côtes russes, et donc a été bousculé. Il y a un bateau qui a été bousculé, il y a eu des tirs, mais pas directement pour tuer, hein, c'était des tirs de semonce ou pour impressionner, pour intimider, et les 3 bateaux ukrainiens ont été conduits de force dans un port de Kerch. Tout ça a commencé, il faut bien le voir, en mars 2018, il y a un bateau de pêche qui venait de Crimée et qui a été arraisonné par des bateaux de guerre ukrainiens. Et c'est à partir de ce moment-là, comme en représailles, si vous voulez, que les Russes ont institué ce contrôle sur le détroit de Kerch. Merci, cher Renaud. Je vous propose de rejoindre votre place, et pendant que vous vous installez, alors je ne sais pas qui se sent suffisamment familier du sujet pour nous dire si, à son avis, il y a un risque de guerre à partir de cet incident, Maxime Desgaillets. Je ne suis pas un spécialiste de cette question. Est-ce qu'il y a un risque de guerre? Je note, moi, qu'il y avait eu une désescalade quand même depuis les accords de Minsk, que la communauté internationale aujourd'hui fait preuve de moins de fermeté, qu'il y a une tentative, au-delà de l'annexion de la Crimée, de la part de la Russie, de revendiquer les eaux territoriales, et qu'il serait... j'allais dire de bonne guerre, mais la formule serait malheureuse, il serait nécessaire que nous puissions de nouveau parler d'une seule voix. Quand je dis nous, c'est notamment l'Allemagne et la France qui ont été à l'origine des accords. Et j'ai noté une position ferme de l'Allemagne ouvrant la possibilité de sanctions vis-à-vis de la Russie, ça me semble important. J'ai pas noté la même fermeté du côté du gouvernement français et de Le Drian, puisque si j'ai bien compris, ils ont eu des échanges récents et la parole était un peu plus faible, ce qui est préoccupant parce que je ne pense pas qu'on arrive à la guerre. Par contre, on sait bien qu'aujourd'hui, la Russie essaye de profiter de la faiblesse relative, notamment de l'Europe, pour consolider ces positions, qui sont des positions aujourd'hui qui nécessitent d'être combattues, puisque effectivement, ils ont annexé un territoire qui est la Crimée. Alors, on vous a posé la question sur Twitter. Selon vous, une guerre est-elle possible entre l'Ukraine et la Russie? Vous nous dites oui à 59%, et c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a Macabronito qui nous dit « On a bien vu que personne n'a réagi avec l'annexion de la Crimée. Sous-entendu, les Russes peuvent faire ce qu'ils veulent. » C'est aussi l'avis de M. Babineau qui nous dit « Il n'y aura pas de guerre. L'armée russe est beaucoup trop forte. » Et Fouquier nous dit on ne pourra pas parler de guerre, les Russes seront à Kiev. Du devoir de mémoire et du devoir de valeur. Monsieur Saint-Paris, c'est qu'en fait, c'est vrai que dans cette contre-offense, dans cette dégénérescence, si vous voulez, en Ukraine, au Donbass, à partir de juillet 2014, effectivement, pour mater des rebelles pro-russes, c'est-à-dire des Ukrainiens du Donbass, mais qui étaient pro-russes, on a envoyé notamment des bataillons, et certains bataillons, notamment le bataillon d'Azov, étaient composés de nazis ouvertement nostalgiques, ça c'est vrai. Il y avait d'ailleurs eu un reportage là-dessus sur le Figaro Magazine. On rappellera que le conflit dans le Donbass a fait 10 000 morts. Nous passons à un